Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. C'est Janine Ross qui vous parle et qui vous souhaite la bienvenue à Radio Légumes et compagnie, en compagnie de Bertrand Dumont, horticulteur, conférencier, auteur, je le sais parce que je le vois écrire, imaginez-vous donc, et spécialiste des plantes comestibles. Puis il fait manger aussi. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine, oh ben là, franchement là. Là, on vient de vendre la mèche. Là. Oui, la mèche est On vendue. vient vraiment de vendre la mèche. Mais regarde, on n'est pas les seuls. Non. Non. Là, Et on c'est va pour se ça qu'aujourd'hui, je vais Ouais. te chanter la pomme. Tu me chantes la pomme. Oui. Mais tu sais En que espérant que tu ne vas pas y tomber. dans les pommes, Dans les pommes. c'est déjà arrivé. Je préfère te chanter la pomme que C'est de te déjà voir arrivé. tomber dans les pommes. Mais tu sais qu'on n'est pas originaux, hein? Non, pourquoi? Non, parce que la pomme, ça a toute une histoire. Parce que moi, je connais un Adam et une Ève qui se sont laissés tenter par une pomme, et puis on sait ce que ça a donné pour Ouais, la mais suite. ça, Hein, là, tu nous ça- racontes une histoire, là. Ça, là-dessus, je ne donnerais pas trop cher de la peau de la pomme parce qu'il y en a qui disent que c'était pas une pomme. Ah, c'était pas une pomme. Non, ça ne serait pas une pomme. Ah, c'est sûrement- c'est une Ça a belle l'air que, histoire. ça a l'air que dans l'endroit où ils étaient, les pommes n'existaient pas. Mais enfin, c'est une autre histoire. Ah, mais il paraît qu'il y en a beaucoup des pommes, et partout sur cette planète. Oh oui, il y a depuis longtemps. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Combien de temps? Ça fait Oh, ça combien vient de temps? d'Eurasie. Ça fait, Ouais. on pense qu'il y a à peu près 60 millions d'années que les pommes existent sur Terre. Là. Tu vois, c'est Ça ne possible. ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Là, c'est un tout petit fruit. Là. Et ce qui est très particulier dans l'histoire de la pomme, c'est que ça serait issu d'un croisement entre un prunier puis une reine des prés. Une reine de prés, c'est une plante vivace. Oui. Et quand j'ai fait les recherches, Mais qui fait des fleurs. Oui, et une plante vivace qui fait des fleurs. J'étais vraiment étonné. Et non, ça a l'air que c'est vraiment ça. C'est la génétique qui nous fusion. dit que c'est une fusion de ces deux plantes-là, mais il y a très, très longtemps. OK. Donc, les pommes sont parties de Turquie. Alors, c'est un pèlerinage. Je Oh, reste dans la thématique, là. C'est un pèlerinage, oui. Et donc, elles sont parties de Turquie. Elles vont connaître une lente évolution, puis devenir comestibles, puis à travers la planète au complet. Au 16e siècle, elles se rapprochent de leur forme actuelle. Il y en a un qui va la prendre sur la tête, il s'appelle Newton, et il va nous faire toute une histoire avec sa pomme sur la tête, là. Et il va nous parler de la gravité, pas la gravité de la pomme, mais la gravité de la Terre, c'est une autre histoire aussi. Il fallait avoir d'imagination quand même. Donc, et quand même, du coup, il y a 7000 variétés de pommes aujourd'hui. Mais c'est vrai, ça. Et on produit 64 milliards de tonnes de pommes par année. Ben là, il y a de quoi tomber dans les pommes. Oui, là, on est tombé Franchement, dans les pommes. là, Et c'est le deuxième fruit le plus consommé au Canada. ça, on s'en doutait un petit peu. C'est drôle, hein? Parce qu'on en produit aussi en France. Oui, partout dans le monde. C'est ça, mais beaucoup Oui, parce au que le Canada. Québec ne produit pas 64 milliards de tonnes de Non. pommes. Je vous le dis tout de suite. Non. Là, Mais c'est ce pas- serait bien. Ben, ça serait très bien. serait oui, super. ça serait super. Mais malgré tous les déguisements que prend la pomme, Oui. hein, on la reconnaît toujours, là. Ben oui, parce Mais que elle a l'air de quoi, il y aujourd'hui? a la grosseur, hein. Il y a des Oui. petites pommes, des grosses pommes. La forme aussi, il y en a qui sont plus plates, il y en a qui sont plus allongées. La couleur de la peau, on a des rouges, des jaunes, des blanches, des grises, des vertes. C'est ce que je te disais. C'est- Elle se déguise. Elles se déguisent, elles sont toutes les formes. Donc il y a les fruits, puis il y a les plants aussi qui vont prendre de nombreuses formes, comme ça, c'est une plante qui a été cultivée depuis la nuit des temps. Alors, elles vont être influencées par le porte-greffe. Dans 2 minutes, je vais vous expliquer ce que c'est que le porte-greffe, là. Mais on va avoir des hautes tiges, c'est-à-dire des arbres là, qui font plusieurs dizaines de mètres de haut, à des arbres très, très nains, hein, OK. qui font Mais- quelques mètres de haut et même souvent moins de 2 mètres de haut. Là. OK. Mais tu parles aussi de formes colonnaires, hein, Oui, parfois. il y a des formes Oui. colonnaires qu'on a développées, puis des formes aussi, ce qu'on appelle en espalier.
donc qui vont être plates, là, mais qui vont produire beaucoup moins que des pommiers. Mhm. Mais souvent, un pommier colonnaire, ben, c'est intéressant parce que si on a 2 ou 3 pommiers colonnaires chez soi, ben, on a quand même une bonne quantité de pommes. On va en acheter quand même un petit peu, Oui, mais on va pouvoir avoir une bonne quantité de pommes parce qu'un pommier aux tiges, c'est énorme. C'est ce qu'on trouve dans les champs. Même pas dans les champs, on n'en trouve plus. Maintenant, c'est il des met haies plus ça. fruitières parce que c'est beaucoup moins important. Fait que tu peux en avoir quand même, et même si c'est un plus petit C'est terrain, ça. c'est ça la beauté du C'est colonnaire. adapté pour toutes sortes. Alors, Oui. comment est-ce qu'on arrive à réduire de partir d'un haut de tige à un traînant, là? Ben, c'est un porte-greffe. Qu'est-ce que c'est un porte-greffe? C'est... Une autre histoire d'amour. Oui, Ben oui. oui. Vois-tu, au Une début, autre il tombe en non, amour. je dirais même de fusion amoureuse. Mais c'est extraordinaire. Ben oui. Parce que quand tu parles de porte-greffe, c'est ordinaire. Mais si tu vois là-dedans la collaboration et le Ouais, partage. mais on- en relisant ça, là, en vous parlant, j'ai des images qui me viennent. Et là, on prend une plante enracinée, Oui, OK? oui. On en connaît une qui est enracinée, sur laquelle on vient fixer un bourgeon ou un morceau de tige. Oui. OK? Uh-huh. Hein? Donc, un émigrant, par exemple. Oui. Et donc, ils vont se greffer l'un à l'autre. L'un va fournir les racines, l'autre les tiges qui vont porter des fruits. C'est ça. Bon, c'est pas comme ça Non, que ça mais fonctionne. Puis admettons ça n'a pas que, fonctionné bon, comme ça non plus, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça. Donc, ça a d'énormes influences, le porte-greffe. Le porte-greffe, ça influence sur les dimensions de la plante, la vitesse de croissance de la plante, l'adaptation aux conditions agronomiques et environnementales. Donc, par exemple, on va avoir des plantes qui vont pouvoir mieux résister au froid grâce au porte-greffe. La vitesse de mise à fruits. oui. En général, les hautes tiges mettent 10, 15, parfois 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans avant de produire, alors qu'un nain va prendre 2, 3 ans pour produire. Ça va aller beaucoup plus Mais tu rapidement. peux mettre admettons, des tiges, une base qui est d'un plus gros arbre et lui greffer quelque chose de plus Non, petit. en Tu peux pas faire ça? général, la greffe, le porte-greffe, il a la grosseur d'un crayon à peu près. Ah Un oui. crayon de papier. Ah, c'est tout petit. C'est tout petit. On peut greffer départ. sur des gros arbres, mais ça devient plus compliqué, puis c'est un peu plus touché, disons. Donc, les greffes sont pratiquées jeunes. Jeune, oui. OK. Oui, les greffes sont pratiquées beaucoup plus jeunes. Donc, aussi la présence des maladies, hein, ça peut réduire la présence des maladies. Et donc, je parlais de la durée de vie de l'arbre. Un standard, ça peut durer 60 à 80 ans, mais un semi-nain 30 à 50, puis un nain 20 à 30. Donc, Bon. ça dure beaucoup moins longtemps, mais c'est plus facile d'avoir un nain dans sa cour que d'avoir un grand arbre parce que Tout à ça prend fait. des échelles, ça devient dangereux à ce moment-là. Puis si on présume que... On peut présumer que ça fait des fruits plus tôt? Oui. Quand ça vit moins longtemps? Oui, c'est Hein? ça. Donc, le porte-greffe, lui, les très nains, au bout de 3 ans, on va avoir des fruits. Les nains, au bout de 4 ou 4 ans, puis les semi-nains, 4 ou 5 ans. Donc, entre 3 et 5 ans, entre très nains et semi-nains, et les nains, mais disons que je ne vais pas vous parler des hautes tiges parce que ça, on n'en plante quasiment plus. Là. Bon. Il faut avoir beaucoup, faut avoir des champs et beaucoup de place. Donc, en 3 et 5 ans, on peut aller aux pommes chez nous. Chez nous. Le Ça ne veut pas dire qu'on n'aura party pas quelques pommes d'ici là, mais Non. c'est la majorité des pommes vont arriver à ce moment-là. Bien. Alors, est-ce qu'il faut... On a toujours entendu parler... On parle de couple. Il Oui, faudrait deux pommiers pour avoir des belles pommes. C'est vrai encore? Oui, c'est vrai, c'est exact. Il faut, ça demande une pollution. Il y a certaines variétés de pommiers qui sont ce qu'on appelle autofertiles, mais comme c'est très compliqué, on dit, simplifiez-vous la vie. Pollinisation croisée recommandée. On va toujours utiliser deux variétés, ok? Deux variétés différentes, c'est ce qui est le mieux. De toute façon, ça n'a aucune idée, ça pas une bonne idée à moins de vraiment d'aimer une variété de pommes qu'on aime, mais deux variétés différentes. Mais si vous n'avez pas la place de mettre deux variétés différentes, mais que votre voisin, dans un rayon de 200 à 300 mètres, a un pommier, T'es ok, correct. une variété différente, t'es correct. Donc, si vous plantez une variété, puis votre voisin une autre variété, vous êtes correct, vous n'avez pas besoin de chacun de planter deux arbres, ok? Donc, ça, c'est l'avantage. Oui. Il faut savoir aussi que les pommetiers fécondent les pommiers. Les pommetiers décoratifs Oui. qui donnent des petites pommettes, Mhm. si vous avez ça, ça va permettre de féconder les pommiers. Donc, si vous avez un pommetier décoratif, vous n'en avez pas besoin. Puis, je voudrais parler d'une petite affaire, Bertrand. Oui. Il y a des expériences dans les municipalités où ils vont récolter les pommetiers, Oui. les petites pommettes, puis ils font des gelées, puis tout ça, au lieu que ce soit perdu. Oui, c'est Les glaneuses des ou je sais pas glaneuses, des quoi. glaneurs, oui. des glaneuses. Oui, il y en a quelques, il y en a à C'est Montréal, une bonne idée, il y en a à ça Boucherville, aussi. il y en a dans 2-3 endroits. C'est des groupes qui s'organisent, qui cherchent des gens qui sont pas capables de récolter, notamment des personnes âgées. Et puis l'idée, c'est de faire un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers pour les cueilleurs,
un tiers pour la communauté, puis un tiers pour la personne qui... on redonne un tiers à la personne qui a fourni l'arbre. Et rien ne se perd. Parce que je trouve ça dommage. C'est ça. Les pommetiers, on laisse aller ça. Puis il y a des gelées extraordinaires. Puis il y a C'est tellement bon. des personnes âgées qui ont un pommier, qui avaient des enfants. Les enfants sont partis au long cours, sont plus là. Ils se retrouvent avec un pommier, ils ne sont pas capables de tout utiliser. Alors, au lieu que ce soit perdu, effectivement, les glaneurs, les glaneuses, c'est la bonne manière. Bon. Puis on part aussi avec les pommes à la découverte des goûts. Oui. Hein? Alors, les pommes, c'est ferme, croquant. Elles sont parfois juteuses aussi, et les pommes peuvent être très sucrées ou même très acidulées. Il y a une très, très grande variation dans les pommes. Il y a des pommes qui sont sucrées, puis il y a des pommes qui sont très acides, comme la Granny Smith, là, qui est très, très, très acide. Là. Donc, il y a tout un éventail important, un important éventail de goûts. On en trouve pour tous les goûts, effectivement. Maintenant, on a longtemps dit, puis c'était loin d'être faux, une pomme par jour éloigne le médecin. Oui. Hein? Mais... C'est vrai. Bon, alors dis-nous ça. C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est riche en fibres alimentaires. Hein, c'est sa première chose. Il y a aussi des antioxydants et de la vitamine C, mais dans la peau. Donc, si vous mangez les pommes et vous enlevez la peau, vous n'avez pas de vitamine C, vous n'avez pas les antioxydants. Et si on cultive nous-mêmes nos pommes et qu'on sait ce qu'on met comme pesticides dessus ou qu'on n'en met pas du tout, c'est encore meilleur. Oui, c'est encore meilleur. Pas de pesticides, c'est encore meilleur. Les pesticides ne changent pas la quantité d'antioxydants et de vitamine C. Il n'y a pas énormément d'influence. Les études le démontrent, mais c'est sûr que là, on ne se met pas à bouffer des cochonneries, là, des pesticides dangereux. Et le problème, c'est pas le pesticide en lui-même, souvent. C'est la microdose qui revient, qui devient problématique. Là. C'est aussi riche en vitamine K, en calcium, en manganèse. Puis, il y a certaines sources, mais surtout des sources européennes, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup d'informations, disent qu'il y a de la vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, de la vitamine E, du manganèse, du cuivre, du zinc, du fer, du magnésium, du sodium, du phosphore et du potassium. Alors, alléluia! Alléluia, il y en a. Donc, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses dans une pomme, et c'est sûrement pour ça qu'on dit que ça éloigne le médecin. Le médecin, c'est ça. Le médecin, mais là, les pauvres médecins, si tout le monde se met à manger des pommes, ils n'ont plus rien à faire. C'est pas drôle. Plus de travail. Ça va désengorger, justement, les urgences et compagnie. Est-ce que ce sont des arbres ou des arbustes qui sont exigeants? Oui, ce sont des plantes gourmandes, mais heureusement moyennement assoiffées, qui demandent le soleil. Donc, on les plante dans un sol fertile, meuble, donc avec un pH plutôt neutre, frais et bien drainé. C'est à peu près ce qu'on fait. C'est ça qui est important, là. C'est d'avoir un sol au départ assez fertile. Là, dans le sable, ça pousse. À moins que il y a certaines fois où on peut adapter le porte-greffe. Le porte-greffe va permettre ça, d'adapter le sol, mais au départ, c'est un sol plutôt fertile. OK. Autre question, cher monsieur. Oui. Ouais. Si on ne veut pas mettre trop de pesticides, pas de fongicides, pas de ci, pas de ça, ce qui serait nettement préférable, les aspersions qui se font dans les vergers, les vergers commerciaux, quelle variété nous conseilles-tu? Puis là, on ouvre nos oreilles parce que on a des choix. Là, il faut choisir des variétés résistantes aux maladies, puis bien résistantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie, mais c'est qu'il y a moins de présence de maladies, donc moins d'utilisation de pesticides. On a par exemple la Liberty, la Joliette, la Richelieu ou la Rouville. La Joliette, Richelieu et Rouville, c'est des variétés faites au Québec. C'est des variétés qui ont été développées au Québec, sont très bien adaptées, sont résistantes aux maladies. Est-ce qu'elles sont bonnes? Elles sont effectivement très bonnes. Il y a des pommiers très résistants au froid, comme les Goodland, les Norland et les Parkland, qui est une autre série là, qui est intéressante pour les gens qui vivent un peu plus dans le nord. Donc, elles sont vraiment intéressantes pour ça. Il y a les pommiers de la collection Spires, qu'on appelle, qui sont des variétés colonnaires. Là, on a Emerald Spire, Scarlet, puis Ultra Spire, là, qui sont vraiment des plantes intéressantes parce que c'est vraiment des colonnes. Ou il y a aussi Urban Apple, qui est une autre série de colonnaires là, qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, pour les petits jardins, c'est merveilleux. Là, on peut avoir 2 colonnaires, 2 petites colonnes de pommes. On ne va pas faire 50 tonnes de pommes par arbre, là, mais on va en faire quand même pas mal. Mais c'est pas très connu. Non, c'est pas très connu. Ça. Et puis, je vais vous déconseiller les variétés. Bon, et là, tenez votre truc. Attendez juste une petite minute. Attends juste une minute, Bertrand. Là, est-ce que les gens vont pouvoir retrouver ça, le nom de ces plantes-là? Oui. Parce que toutes les variétés, mais c'est ça. Tu viens de nommer, là. Il y en a d'autres, là. Je voulais pas vous faire une litanie, là. Donc, il y en a d'autres. Il faut fouiller un petit peu. On le retrouve sur le site? On le retrouve, pas sur notre site, vous le retrouvez dans mon livre sur les fruitiers, parce que ça, je l'avais dans le livre dans les fruitiers. Et chez les fournisseurs, ils vous le disent. Alors,
Là, tenez vos trucs parce que là, vous n'allez pas trouver ça drôle, ce que je vais vous dire Je pour sais. la suite. Là, c'est des variétés qui sont déconseillées. C'est des variétés qui demandent des traitements, des traitements et des traitements. Quand tu en parles, Oui, quand tu annonces ça, là, des plantes, des pommes déconseillées, tu t'en parles en conférence, oui. les gens s'attendent Ben, ils s'attendent pas à à la ça. réponse que tu leur Ben donnes. là, c'est sûr qu'ils sont déçus parce que je vous parle de la Cortland, Ouais. la Red Delicious, l'Empire, la Gala, la Ginger Gold, la Golden Delicious, la Golden Recette, la Lobo, la Macintosh, la Melba puis la Spartan. La Lobo, je l'aime Elle est tellement. tellement bonne, hein? Mais Mais ce sont des oui. variétés qui vont demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de pesticides, OK? Même si vous êtes en bio, il va demander des biocides. Il va falloir tous les 10 jours faire un traitement parce que c'est des plantes qui ne sont pas résistantes aux maladies, OK? Fait que ce Donc, serait un mauvais investissement, dans le fond, si on veut avoir ça dans notre potager. c'est ça. On fait pas, on les choisit Moi, pas, celles-là. vraiment, je déconseille de les prendre là parce que c'est vraiment pas intéressant. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Et là, de retour à nos pommes, on a fait notre choix de pommier. Hein? Tantôt, Ouais. tu nous as déçus, tu nous as encouragés, tu nous as... Alors, On il y a a des passé par toute la solutions, gamme il y a des solutions, émotions, il y a des là. solutions. Mais oui, il y a des solutions. Mais oui, bon, alors les précautions pour les plantations d'un pommier. Parce que là, on a fait notre choix. Ouais. On est rendu à planter. Oui, mais c'est assez facile de transplanter les pommiers en général parce que, bon, si on est un petit peu doué, on peut le faire à racines nues, là, parce que ça prend quand même quelques petites connaissances à racines nues. Puis il y a juste une fenêtre où on peut le faire, c'est au printemps, là, on a quelques semaines au printemps. Est-ce qu'on en trouve? Est-ce qu'on Oui, trouve ça on en facilement trouve sur le marché? Oui? de temps en temps. Il y en a qui le proposent à racines nues tôt au OK. printemps, là, au mois d'avril, mais il y a vraiment une fenêtre. Là. Si vous en avez 2 à planter, allez pas dans le racine nue parce que c'est un peu compliqué. Si vous en avez 10 à planter, allez dans le racine nue parce que le coût est beaucoup moins C'est élevé. plus Hein. économique. Bon. Donc, allez avec des plantes en pot, là, ça va très bien, des plantes en contenant. On fait un bon apport de compost avant la plantation. Donc, dans le trou de plantation, on va mettre pas mal de compost. Et surtout, la première année, on surveille les arrosages. OK? Donc, ça, c'est la partie importante. Est-ce que tu mettrais un goutte à goutte pour un pommier que tu viens de planter? Oui, on pourrait mettre un goutte à goutte. goutte? Oui, on pourrait mettre un goutte à goutte, mais ça n'empêche pas de venir vérifier de temps en temps. Il ne faut pas se fier sur un goutte à goutte pour la première année, là, mais on peut venir. Mais je suppute que tu me parles d'un goutte à goutte, c'est-à-dire de prendre une hausse et de laisser une goutte couler très, Oui, très lentement. c'est ça. On peut le faire, mais vraiment, il faut que ce soit une goutte, là, goutte à goutte à goutte. Il ne faut pas que ça coule. Comment on À appelle ça? soluté. Après un À soluté. soluté. Mais Oui. si on n'est pas sûr, là, on peut faire ça, mais on peut aussi l'arroser une fois par semaine, aller vérifier que le sol est bien humide. Là, puis s'il y a de la chaleur, ben l'année de la transplantation est une année qui demande un peu D'observation, de soins. OK. Oui. Et tu laisses un cercle autour? Oui, on fait la cuvette d'arrosage. La cuvette d'arrosage qui doit jamais, le bourrelet de la cuvette d'arrosage doit jamais dépasser le diamètre du pot. Il doit être toujours à l'intérieur. Si vous le faites à l'extérieur, l'eau va glisser entre la terre et les racines du pot, puis il ne sera pas arrosé. Donc, il faut arroser le centre de la botte et non pas l'extérieur de la botte pour que les racines qui sont au centre soient bien irriguées. Non. C'est ça qui est important. Puis, la première année aussi, on va mettre un protège-tronc parce que nos amis, les rongeurs, raffolent de l'écorce, surtout l'écorce jeune
de pommiers, là. Puis là, s'ils ils font le tour, là, votre pommier va refleurir l'année suivante, mais après, c'est terminé, il faut recommencer. Mais on l'a vu chez un de nos voisins. Oui. C'était d'une grande tristesse. C'était un super beau pommetier. Oui. Mais bâtir des cages en broche plutôt qu'en plastique, je trouve une bonne idée oui, aussi. On peut mettre la broche à poule, tout simplement, la broche à poule. Ou si la broche à poule est un petit peu dépendante de la grosseur, on peut prendre du grillage un petit peu plus fin pour empêcher qu'ils aient grugé dessus, là. Mais habituellement, du métal qu'on peut utiliser. Moi, j'ai utilisé longtemps des trucs en plastique parce que je les avais. Donc, mais je les avais achetés, ça fait 20 ans que je les avais, fait que je les ai utilisés jusqu'à quand ils cassent parce qu'ils sont trop secs, là. Puis là, je les ai mis au recyclage, mais sans ça, on est mieux d'utiliser le métal. Oui, tout à fait. Maintenant, parlant de plantation, le point de greffe dont tu nous as élaboré les stratégies tantôt, est-ce qu'on enterre ça? Jamais. Jamais. On n'enterre jamais un point de greffe pour la bonne raison que si vous enterrez le point de greffe, dans 10 ou 15 ans, vous allez vous retrouver avec un pommier haute tige. Mm-hmm. Le pommier va repartir, votre arbre greffé va disparaître, puis c'est un autre qui va prendre la place. OK? Comme on n'enterre jamais le collet, le collet qui est la partie de la jonction entre les racines et la tige, on ne l'enterre jamais. Si vous enterrez ça, souvent l'arbre va arrêter de pousser. C'est très, très fragile. Donc, le point de greffe, dans certains cas, même le point de greffe est largement... En général, le point de greffe est à peu près à la hauteur du collet, mais dans certains cas, le point de greffe est même plus haut que le collet. Donc, c'est voulu. Oui, c'est voulu. Oui. On remet ça au point de greffe, là, au collet. Le collet ou le point de greffe, là, mais jamais enterré. Si vous enterrez avec les pommiers, vous allez vous retrouver avec des plantes qui vont devenir colossales. Bien bonne réponse. Puis c'est valable aussi pour d'autres arbres. Hein? Le collet, c'est très important. Le collet, c'est très important, puis le point de greffe, c'est très important aussi. Maintenant, est-ce qu'on veut avoir une fête dans notre potager? Certainement. Oui. Est-ce qu'on peut associer les pommiers à des légumes qui leur sont profitables? Des légumes, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de légumes profitables, mais par exemple, il y a des fleurs profitables. Pourquoi? Parce que c'est les pollinisateurs et les insectes nuits utiles. Donc, l'angélique, la bourrache, la camomille, l'aneth, la coriandre ou le fenouil sont particulièrement intéressantes parce qu'elles fleurissent au moment où les pommiers sont en fleurs. Parce que si vous avez des plantes qui fleurissent pas au bon moment, ça ne sert pas à grand-chose. Dans les fleurs d'été, là, ça attire pas, là. Ben non, la nouaison est faite, là, les fruits sont formés. Donc, il y a une floraison assez printanière, assez tôt, là. Pardon. Et... ça nous permet de faire des tisanes après, plus tard. Ben oui. Avec, Annette, c'est bon. Tisane, angélique, bourrache, camomille, c'est bon. C'est moi. Ah oui, il me semblait aussi. Mais c'est tellement bon. C'est ça. Frais cueillis, puis tu les fais sécher. Donc, il faut attirer tout ce qui attire et aussi les insectes utiles parce que on sait que les insectes utiles vont venir, comme les coccinelles, les papillons, certaines choses vont manger les larves qui viennent manger les pommes. Donc, on peut faire des belles associations parce que c'est beau, toutes ces belles plantes-là. Oui, là, parce qu'en plus de ça, on peut mettre ça au pied du pommier, ce qui évite d'avoir à passer la tondeuse près du pied du pommier puis de risquer d'abîmer l'écorce. Et en plus de ça, donc ça fait un beau. Puis en le mettant, en faisant un petit rond, ben, ça nous donne la place. Les fruits sont toujours sur l'extérieur, donc on va aller cueillir les fruits tout en ayant les fleurs en bas. C'est très beau. Super. Oui. Maintenant, Bertrand, on peut dire, on parle de pommiers. Puis les gens qui ont une grande galerie, un balcon, une terrasse peuvent se dire, est-ce que je pourrais cultiver ça en pot pour avoir au moins une petite récolte? C'est difficile. Le pommier en pot, là, c'est très difficile. D'abord, il faut privilégier les cultivars avec des porte-greffes très nains ou nains. Il faut choisir des variétés. Puis, il y a une méthode, il faut utiliser des pots en toile, genre Smart Pot, parce que sans ça, on n'y arrive pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Oui. C'est un petit peu compliqué, là. Je ne vous le conseillerais pas si vous n'êtes pas vraiment habitué, là. Il faut avoir un petit peu d'expérience, mais ça se fait, mais c'est un petit peu compliqué. Fait qu'on négocie avec le propriétaire en bas, qui a un petit peu plus de terrain pour avoir un pommetier. Oui, mais vous savez, moi, je rêve on a des jardins collectifs. On a des potagers collectifs et moi, je rêve un jour d'avoir des vergers collectifs. Des vergers collectifs, mais certainement. Oui, ça serait merveilleux. Ça commence tranquillement. L'idée commence à avancer, mais il y a des problèmes parce que les gens ont peur qu'il y ait du monde qui aille récolter sans autorisation et tout ça. Mais bon, tu sais. Mais oui, mais ça fait partie du jeu. Au lieu de planter des arbres décoratifs, si on plante des arbres fruitiers, des pommiers, ben, ça serait bien. Mais oui, mais avant, c'est ce qu'on faisait. Ah oui. Les gens faisaient ça.
On prend soin comment, en général, des pommiers? Une fois qu'ils sont démarrés, quel entretien de base Bon, on leur donne? c'est la taille. La partie la plus importante chez le pommier, c'est la taille. La taille, on fait soit une taille en dormance, soit une taille en verre. OK? Uh-huh. Donc, les principes de la taille, il y en a plusieurs, je vais vous les énumérer là, parce qu'ils sont importants de comprendre. Orienter les rameaux pour que la plus grande surface de la plante reçoive du soleil. C'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les rameaux de l'intérieur qui ne reçoivent pas de soleil et on va essayer d'avoir le maximum de feuilles sur l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'une feuille, c'est un panneau solaire. Hein. Mhm. Donc, c'est Ça va important. capter. Donc, on éclaircit l'arbre aussi pour faciliter la pénétration de l'air et de la lumière. Si votre arbre, il y a trop de branches à l'intérieur, l'air ne va pas pénétrer, puis les maladies vont se développer parce que les maladies aiment l'humidité puis le manque d'air. Okay? Donc, tu as moins de maladies en taillant bien ton pommier? Oui, en taillant bien le pommier, effectivement. On va supprimer ce qu'on appelle souvent des gourmands, les rameaux qui sont très érigés, qui partent là. Eux, ils vont tirer de la sève. Ça monte droit, ça? Ça monte droit, oui. Tout très droit. Ils vont tirer de la sève, mais ils ne vont jamais donner de fruits. Donc, eux, on va les supprimer. L'un des trucs aussi, ce qu'on voit aussi beaucoup, puis on ne se rend même pas compte de ça quand on va cueillir les pommes, ben, on dirige les rameaux à l'horizontale. Mhm. Plus un rameau est à l'horizontale, plus il va produire de fleurs, plus il va produire de fruits, et plus il est à la verticale, plus il produit de feuilles. Donc, si vous prenez vos branches, puis vous les courbez légèrement, oui. Là, hein, c'est ce qu'on fait dans les espaliers. Là, on a tendance à courber les plantes, c'est ce qu'on fait. Tout ce qui est trop près du sol puis qui nuit à l'entretien, on l'enlève aussi. Ça, c'est pas une question. Là, si vous ne pouvez pas passer votre tondeuse puis vous ne pouvez même pas marcher, ça ne fonctionne pas. Non. Tout ce qui est trop faible, abîmé, attaqué par les insectes et maladies, qui est mort ou qui est en voie de mourir, ça se coupe et ça se coupe tout le temps. Il n'y a pas besoin d'attendre. Même en plein été, si vous voyez qu'il y a une branche morte, là, c'est pas le temps de se dire, c'est pas le temps de tailler. C'est toujours le temps de tailler les branches mortes puis les choses abîmées. On va enlever les branches qui se croisent aussi. Hein, s'il y a des branches qui se croisent, ça c'est important parce qu'elles risquent de se blesser mutuellement. On va c'est simplifier la charpente aussi. Ça va être simplifier la charpente. Puis aussi après la nouaison, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les fruits ont commencé à se former. Si on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de fruits, surtout les premières années, on va réduire les quantités de fruits. Ah, ça doit être épouvantable. Pourquoi? T'attends ta production, tu es obligé d'en enlever. Non, mais si vous avez 25, fruits, ben vous les laissez. Mais si, par exemple, vous avez beaucoup, beaucoup de fruits, vous en enlevez. Hein. Il faut en enlever un petit peu. Vous avez aussi les drageons qui partent du pied, notamment des plantes greffées, si on les enlève. Et puis surtout, un des principes de la taille intelligente, c'est on respecte le port naturel de la plante. Là. On n'essaye pas de lui imposer, sauf bien sûr dans le cas des espaliers où là, c'est une autre stratégie, une autre technique. Okay. Là. Donc ça, c'est pour la taille. C'est un petit peu long, je sais, mais il faut le dire. Mais est-ce que tu as parlé la coupe en dormance et la coupe en verre? Alors, ce que je vous ai donné, c'est la coupe en dormance. Ce que tu viens de nous donner, là. Et la coupe en verre, c'est un peu la même chose. Si on voit au milieu de l'été qu'on a des gourmands qui partent, si on voit qu'on a trop de tiges parce qu'on a mal fait, on peut le faire en verre. Parce que normalement, on dit souvent il faut tailler les pommiers juste pendant l'hiver, à la fin de l'hiver. On peut aussi le faire pendant l'été. C'est une stratégie qu'on utilise. Si on voit qu'il y a trop de branches, si l'arbre est mal placé, il est débalancé ou quoi que ce soit, on peut tailler en verre, ça ne pose pas de problème. Okay. C'est sûr que si vous taillez en verre et qu'il y a des fruits dedans, vous enlevez les fruits. Donc, c'est la stratégie qu'il faut... quand vous taillez en dormance, vous ne le savez pas, donc ça va. Mais quand vous taillez... J'appelle ça une coupe hypocrite. Oui, l'arbre dort. L'arbre dort, c'est ça. Là, tu lui coupes les branches. En fait, c'est comme un cours... Tu viens de nous donner un cours de coiffure. De coiffure de pommier. Coupe de cheveux de pommier. Oui. Fait que du côté de l'entretien, il y a aussi l'engrais naturel qu'on va mettre au pied, là, une fois au printemps, sinon une deuxième fois dans la saison, mais surtout au printemps qu'on va le mettre. On va supprimer les herbes indésirables, là, s'il y a des mauvaises herbes, des herbes indésirables, on les enlève. On peut aussi ajouter du paillis pour se simplifier le travail. Okay, donc, on peut faire un rond de paillis autour du tronc. Et c'est bien de faire ces ronds de paillis-là parce que ça évite de passer la tondeuse trop près. Oui. Parce que si avec la tondeuse, vous accrochez l'écorce, vous abîmez l'arbre, puis l'arbre sera moins productif. Ça, c'est important. Et puis, une fois que le pommier est bien établi, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'arroser. La pluie va largement suffire, à moins qu'il y ait bien sûr une période de sécheresse. Là.
Donc, ça, c'est important. Puis on parlait tu sais, les producteurs qui aspergent, mais Oui. à plusieurs reprises durant l'été jusqu'à ce qu'on aille les cueillir. Oui. Tu sais, des grands vergers. Parce qu'ils luttent contre des ravageurs. Des Eux autres ravageurs, aussi, oui. comme peut-être nous aussi dans nos potagers, dans nos cours. Là. Oui, ben donc puceron, je vais vous en donner quelques-uns. Puceron en Niger, mouche de la pomme, charançon de la prune, carpocaps, tordeuse à bande oblique. Ça, c'est les principaux. Ce qu'on va faire, c'est d'abord c'est de la tolérance. Ok, on va être tolérant parce que c'est pas parce qu'il y a quelques pucerons que l'arbre va être mal pris. Là, c'est pas un problème. De la tolérance aussi. Un fruit avec un petit verre dedans, c'est beaucoup de protéines, si vous le découpez puis vous enlevez le verre parce que vous n'aimez pas le verre, tout le reste de la pomme est bon. Okay? Ça, donc, esthétiquement, elle n'est peut-être pas belle, mais elle est peut-être très, très bonne, puis elle est plein de tout antioxydants, ce qu'on a dit. Biodiversité, c'est le maître mot aussi pour réduire les problèmes d'insectes. Hein. Plus on a de biodiversité, plus on a d'insectes utiles, moins on a d'insectes ravageurs. Donc, est-ce que tu parles là de variétés de pommiers ou d'autres arbres sur le même terrain? Non, c'est d'autres plantes, des plantes à fleurs, des plantes qui attirent les insectes, les pollinisateurs et tout ça. Plus on a de biodiversité, plus on a de chances d'avoir des prédateurs des insectes ravageurs. Là. Donc, des insectes ravageurs qui vont venir détruire un petit peu les affaires. On diminue ces risques. Puis, on va utiliser des produits naturels tels que des savons insecticides, du BTK, du Bacillus thuringiensis. On peut faire aussi des préparations à base d'ail ou base de piment. Ça, c'était du côté des... Tu prépares ça comment? Oh ben, il y a toutes sortes. Ça, je vous laisse assez sur Internet parce que c'est un peu trop long à expliquer. Là, il y a des recettes pour ça sur Internet. Vous allez tout trouver ça sur Internet. Oui. En général, on fait mariner de l'ail ou du piment dans de l'eau, là, puis on le coupe dépendant des quantités. Là, habituellement, c'est donné. Et c'est efficace. Oui, c'est efficace, c'est assez efficace. Sauf cuivre aussi, tu disais? Non. Ça, c'est du côté des maladies. Ah oui? OK? Maladies. Brûlure bactérienne. La brûlure bactérienne, il n'y a rien à faire. Il faut choisir des variétés résistantes à la brûlure bactérienne. Si vous ne choisissez pas une variété résistante qui a de la brûlure bactérienne, c'est destruction de la plante. Il n'y a rien à faire. Ça part, puis c'est incontrôlé. C'est incontrôlé, c'est incontrôlable. C'est contrôlable, mais ça coûte tellement cher. C'est des produits très, très compliqués à utiliser. Fait que même si vous le taillez ou vous le retaillez, donc il faut choisir des variétés vraiment résistantes. Tavelure, blanc, rouille et taches foliaires, c'est un peu la même chose. Il faut d'abord commencer par des variétés résistantes, mais on peut aussi utiliser des produits naturels tels que soufre, le cuivre ou la prêle. La prêle, encore là, c'est une décoction qu'on fait. Là, on utilise la prêle. La prêle qui est aussi, en plus de ça, un acaricide là, qui va nous enlever les insectes acariens. Ouais, les araignées. Les araignées. Les petites bébites à 8 pattes. Mais ça, c'est des recettes qui étaient connues il y a longtemps. Là. Le prêle. Oui, la prêle, ça fait très longtemps qu'on l'utilise, prêle, effectivement. C'est féminin. La prêle, oui. OK. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous adorez jardiner et vous êtes à la recherche d'informations originales, pertinentes et fiables? Dans une ambiance détendue et conviviale, Mélanie Grégoire et l'équipe de professionnels du site web M Jardiner vous proposent de nombreuses capsules d'informations sur les plantes, les techniques de jardinage et l'entretien facile du jardin. De plus, tous les samedis matins, Mélanie vous offre un Facebook Live et répond en direct à vos questions sur la page Facebook de M Jardiner. Pour du plaisir et des récoltes abondantes, Mélanie vous donne rendez-vous au mjardiner.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Ben voilà, ça progresse. La saison avance. C'est le temps de récolter. On récolte quand et comment, cher Bertrand? Alors, on récolte quand les pommes sont mûres. Enfin, pas tout à fait. Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait, en réalité. Les variétés hâtives et de début de mi-saison, on les récolte à maturité. Hein, c'est les premières, là, les premières variétés se font à maturité parce qu'on va les consommer tout de suite.
Mais les autres variétés, on peut les récolter légères, pas tout à fait mûres, parce qu'elles vont continuer à mûrir. Hein. Les fruits vont continuer à mûrir une fois cueillis, donc on va pouvoir les utiliser. Euh, il y a un truc pour savoir si une pomme est mûre. Mhm. Vous la prenez dans votre main, puis vous faites une légère tension, puis vous la soulevez légèrement. Et si le pédoncule casse, pas au niveau du fruit, mais au niveau du pédoncule, c'est que le fruit est mûr. Mhm. Ça, si vous êtes obligé de casser le pédoncule puis d'y aller avec votre ongle, là, c'est que votre fruit n'est pas encore mûr. C'est ça. C'est pas mûr ou il n'est pas proche d'être mûr. OK? Donc, il se détache. Tous les fruits, c'est à peu près pareil. Il faut qu'ils se détachent naturellement de l'arbre sans forcer. Si vous êtes obligé de forcer puis de l'arracher de l'arbre, c'est pas mûr. C'est pas mûr. C'est pas tout à fait mûr encore. Et c'est pas bon. C'est comme... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Un fruit qui n'est pas mûr, c'est pas bon. Il n'y a pas toutes les vitamines, puis il n'y a pas tous les éléments nutritifs dont tu parlais tantôt. Surtout les tannins, les fameux tannins qui se transforment, le sucre, les tannins, les sucres. Les tannins qui se transforment en sucre, plutôt les tannins sont trop présents, les sucres apparaissent, et ils se font vraiment sur la dernière limite, parce que dès que le fruit devient sucré, il devient intéressant pour les insectes. Et donc, c'est la décomposition. Il faut comprendre aussi quelque chose. C'est que quand le fruit, lui, son idée, là, c'est pas que vous le consommiez, c'est qu'il se détruise pour que ses graines tombent au sol pour qu'ils se reproduisent. Voilà, c'est ça. Okay? Alors, il y a un moment propice pour nous. Et nous, on intervient juste au moment propice, juste avant que la décomposition de la plante se produise pour le manger. Les fruits qui sont tombés au sol, on en fait du jus, on les transforme. Là. Puis on connaît des amis. On a des amis qui ont un pressoir, qui le font, tout à fait. Et puis, quand on veut les conserver, mais pour l'hiver, on veut une longue conservation, on fait quoi? Le mûrissement rapide à température ambiante. Hein, si on veut tout de suite à température ambiante. Si on veut les garder plusieurs mois, c'est au réfrigérateur. Oui. Okay, c'est dans le réfrigérateur. Idéalement, si vous avez un deuxième réfrigérateur avec pas de légumes, c'est mieux. Mais si vous avez un seul réfrigérateur, c'est correct aussi. Et tu sais quoi? Non. Une chambre froide. Ben oui. Ah, ça, c'est une demande à l'univers. Une demande à l'univers, c'est formidable parce que ça prend des grosses quantités. Oui, alors là, je vais t'expliquer la manière dans la chambre froide. Donc, on les place sur un rang d'épais dans un endroit obscur, comme une chambre froide, à une température oscillante à 1 à 7 degrés, comme dans une chambre froide, mais il veut pas avec une humidité entre 85 et 90 %, comme dans une chambre froide. Et comme ça, on peut les garder plusieurs mois, comme dans une chambre froide. Là où je chevauche, c'est parce que les gens ne savent pas. On a une discussion qui dure depuis longtemps. Oui, c'est ça. J'espère que les gens ont compris. Là. Oui, les gens ont compris. Ont compris les informations. Les informations. Donc, c'est ça. C'est dans un endroit obscur à 1,7 degrés, entre 1 et 7 degrés, à 85 et 90 % d'humidité. C'est une chambre froide. En réalité, effectivement, c'est l'endroit où on va le mieux conserver les pommes parce que c'est ce qu'ils font. Les pommiculteurs, quand ils rentrent leurs pommes, ils les rentrent dans les conditions qui sont à peu près comme ça. Oui. Ils diminuent l'oxygène, mais ça, on n'a pas ça à domicile quand même. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour conserver des pommes, il faut qu'elles soient cuites pour être congelées. Les pommes non cuites ne se congèlent pas. Non, ça ne donne pas du bon. C'est mou. Mais congelées, ça se congelait en compote, même en morceaux. Ça fonctionne. Donc, il faut les éplucher et les congeler à ce moment-là. Alors, on les mange de toutes sortes de façons. On fait un festin avec les pommes. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux sortes de pommes. Il y a les pommes à couteau puis les pommes pour la transformation. Ça, c'est vraiment français. Non, c'est pas français. On ne dit pas ça au Québec. Ben les pommes à couteau, j'ai jamais entendu non, mais c'est parce qu'on ne l'explique pas. Mais dans les variétés, quand on fouille dans les variétés, vous avez on le dit, des pommes à couteau. C'est parce que dans les centres de jardin, ce qu'on vend, c'est des pommes à couteau. C'est pas des pommes de transformation. Si vous allez, par exemple... Une pomme à couteau, tu la coupes avec ton couteau puis tu la manges direct. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. La pomme à couteau, c'est la pomme à manger. Alors que l'autre, la pomme de transformation, par exemple, si vous faites du cidre, vous n'avez pas du tout les mêmes variétés qu'autre chose parce que ça ne donnera pas le même goût. C'est une pomme qui est beaucoup plus acide pour permettre la production du cidre. Donc, pommes, on mange ça cru, les pommes crues. D'ailleurs, c'est celles qui, quand elles sont crues, qui sont bonnes avec le médecin, l'histoire du médecin. Oui, de l'éloigner. De l'éloigner le médecin, c'est les pommes crues. Elles peuvent être cuites. On peut les déshydrater aussi. Ça, c'est très bon. On peut les faire en jus. Puis quand elles sont cuites, ça peut faire des compotes, des gelées, de la confiture, de la marmelade, des chutneys, de la sauce, de la conserve. C'est presque infini. Et du jus pur. On peut faire du jus de pomme. On peut faire du cidre aussi avec du jus de pomme. Et mieux que ça. On peut faire du calva. Ah, là tu parles. Du calvados. Du calvados, donc l'eau de vie.
du cidre de glace, du vinaigre de cidre aussi, Ouais. et de la liqueur de fruits alcoolisés aussi, aux pommes. Donc, avec les pommes, non seulement on peut les manger au couteau, mais toutes ces pommes de transformation, on peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est de pour choses. ça qu'on cultive puis qu'on produit 64 milliards, Ça, milliards milliards de de tonnes tonnes annuellement. mondialement. Oui, C'est fou, hein? c'est fou. Ben oui, il y a plusieurs produits dérivés de la Ah oui, parce pomme, que là. rien qu'en Ouais. cidre déjà, parce qu'en cidre, ça en prend beaucoup pour faire du jus, là. Alors, on se sert un petit calvados, on digère l'émission et on dit à tout le monde, on est très heureux d'être avec vous. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous invite à nous suivre. Vous allez sur radiolégumes.com et vous vous inscrivez pour avoir l'infolettre. Vous avez toutes les informations sur les parutions. Vous n'hésitez pas à consulter aussi les autres balados. Ouais. On remercie nos commanditaires, évidemment. Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Merci à tous d'avoir été là. Merci Bertrand. Merci Janine, bonne semaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.